Voilà, donc on va déjà parler redonner quelques éléments de définition des virus géants et de leur diversité. Donc les virus géants, ils ont été découverts ici en 2003 par Didier Raoult et Bernard Lascola. Et donc ils proviennent, le premier membre qui a été nommé Mimivirus provient d'un prélèvement d'eau qui a été prélevé au centre de l'Angleterre, dans une tour aéro-réfrigérante, dans un contexte d'investigation d'une épidémie de pneumonie par Team Robotam. Et donc, Mimivirus était, donc, avant qu'il soit découvert, un microbe, puisqu'il était visible au microscope optique, il avait une taille supérieure à 200 nanomètres, et il n'avait pas d'ADN ribosomal détectable. Et donc la microscopie électronique a permis de mettre en évidence qu'il s'agissait d'une structure virale dont le génome a par la suite été caractérisé un an après la découverte de ce mimivirus. Et donc il avait été isolé initialement en utilisant une nouvelle technique, un nouvel outil qui était la culture sur amibes de l'espèce Acanthamoeba. Donc par la suite, la diversité des virus géants s'est avérée extrêmement importante, et donc ils avaient bien sûr comme caractéristique une taille géante de leur génome et de leurs particules virales, de leur virion qui est représenté ici. Et vous voyez des images de quelques-uns des virus géants qui ont été isolés ici à l'IHU et auparavant à la faculté de médecine. Et donc la diversité telle qu'on la connaît aujourd'hui sur la base de l'analyse phylogénétique donc, de l'ARN polymérase, vous voyez qu'on a un grand nombre de virus géants qui sont représentés ici. Lorsqu'ils sont représentés en rouge, c'est que le premier membre a été isolé à l'IHU ou à la faculté de médecine par Bernard Lascola et Didier Raoult. Et donc, vous avez un grand nombre d'isolats, notamment pour la famille des Mimiviridés et puis pour la famille des Marseille-viridés. Alors, la définition de ces virus géants, bien sûr, a reposé sur la taille de leur génome et la taille de leurs particules virales, mais également, il s'est avéré qu'ils avaient une complexité extrêmement importante, avec au moins 100 protéines présentes dans chacun de ces virions, avec présence également d'ARN messager, d'ARN de transfert, un grand nombre de composants de la traduction pour certains de ces virus géants. Également, notamment chez les mimivirus, un mobylome qui leur était spécifique. Ils représentent, ces virus géants, un des groupes en fait, monophylétiques au sein de la virosphère. Et puis, ils ont probablement une origine très ancienne. Alors, si on reprend les différents éléments de la classification des virus, tels qu'ils vous ont été présentés en partie précédemment, donc on retrouve en bleu les critères de Lvov, et puis également les critères de petite taille de la particule virale, et puis également l'absence d'un appareil de traduction, l'absence de protéines ribosomales, et puis l'absence et la présence d'une capside, qui est l'élément spécifique des virus, tel que ça vous l'a déjà été exposé précédemment. Et bien en fait, on voit que les virus géants, en fait, ils ont permis en fait de casser, de montrer qu'un certain nombre d'éléments de cette classification des critères de définition des virus n'étaient pas vrais pour eux. Donc, notamment, en fait, le mode de vie parasitique intracellulaire était retrouvé dans certaines bactéries, bien sûr, mais au-delà de ça, donc en 2003, Mimivirus montrait qu'il y avait des virus qui avaient une taille qui permettait de les voir au microscope optique. Ils avaient également une taille de génome et des éléments à la fois d'ARN et d'ADN. Par ailleurs, donc en 2004, dès la découverte de Mimivirus et le séquençage de son génome, mais également en fait de façon encore plus importante avec l'isolement de Tupanivirus, qui est un Mimivirus en 2018, il s'est avéré qu'il y avait un grand nombre d'éléments de l'appareil de traduction qui pouvaient être codés par les génomes de ces virus géants. En 2013, Pandoravirus a montré qu'il pouvait exister des virus géants qui ne possédaient pas de capsid, en tout cas reconnaissable. Même si ces virus géants ne possèdent pas actuellement
de structure ribosomale connue, eh bien en fait il a été décrit dans Tupavirus des tout petits éléments, en fait, des toutes petites séquences qui ressemblent à de l'ADN ribosomal. Et puis enfin entre 2018 et puis tout récemment, notamment ici à l'IHU militaire à l'infection, eh bien il s'est avéré qu'on pouvait décrire des enzymes impliquées dans la fermentation, dans les voies oxydative et de production d'énergie, et puis d'un gradient de proton avec présence de certaines enzymes du cycle de Krebs dans certains virus géants. Donc c'est ce qui est représenté ici dans ces trois travaux, présence d'enzymes codant codés par le génome de certains virus géants impliqués dans la fermentation, d'autres gènes de virus géants impliqués dans notamment des succinates déshydrogénases ou des enzymes impliquées dans la voie de la bêta-oxydation. Et puis récemment, donc ici, décrit avec Pandoravirus massiviensis, donc l'existence d'un gradient de protons et puis d'enzymes correspondant en fait à des enzymes du cycle de Krebs. Et puis donc, ces virus géants possèdent par ailleurs d'autres signatures d'organismes cellulaires. Donc on a parlé déjà de la présence de nombreux composants de l'appareil de la traduction. Certains gènes de capsides dans certains de ces virus géants peuvent être épicés. Et puis donc, on a également des cytochromes P450 qui ont été retrouvés chez certains de ces virus géants. Et puis récemment, également des gènes codants pour des bêta-lactamases qui ont également une activité RNase dans Tupanvirus. Alors, on s'est aperçu très rapidement que les virus géants étaient extrêmement communs en fait, dans l'environnement, notamment dans l'eau et le sol. Donc ça, c'est beaucoup Bernard Lascola et son équipe qui ont mis en évidence, donc à partir d'eau de différentes sources, de l'eau marine, de l'eau douce, qu'il existait une proportion importante de ces prélèvements d'eau qui pouvaient contenir des mimivirus qui l'isolaient, qui pouvaient aller jusqu'à 18%, et ce, dans différentes régions du monde. Et donc, ce qui est représenté ici, donc, ce sont les fruits des travaux réalisés ici, mais également d'autres équipes dans le monde, qui montrent que ces virus géants étaient isolés de prélèvements d'environnement, d'eau et de sol, donc dans les différents continents et dans de nombreux pays et dans de nombreux contextes. Et donc on regarde les résultats des études métagénomiques, donc qui analysent toutes les séquences présentes dans des prélèvements environnementaux, et bien on voit de nombreux travaux qui rapportent la présence de séquences correspondant à des virus géants ou ressemblant de façon la plus similaire à des séquences de virus géants, vous le voyez dans différentes zones géographiques. Et donc, si on prend des exemples de ces travaux de métagénomique, avec des études de métagénome marin ou des études de métagénome d'autres eaux, notamment d'eau usée, eh bien, donc différentes équipes ont retrouvé un nombre important de séquences correspondant probablement à des séquences de virus géants, et parfois, donc, ça a conduit à l'isolement de certains virus géants. Et donc une étude parmi les plus récentes a retrouvé dans le sol d'une forêt, un grand nombre de séquences virales qui ont pu conduire à l'assemblage de 16 génomes de nouveaux virus géants qui étaient pour la plupart proches de la famille des mimiviridae. Alors par ailleurs, au-delà de voir que l'homme est possiblement exposé donc à ces virus géants au travers de l'environnement. Donc les virus géants ont été retrouvés pour des mimivirus et des marseille-virus, également dans des huîtres ou dans des moules. Et là, ils ont été isolés à partir d'huîtres et de moules. Et puis, un peu plus près encore de l'humain, même si ce n'est pas stricto sensu des prélèvements humains, dans le contexte de patients qui avaient des kératites, liées à Quantamoeba, donc l'amibe une des amibes qui sert à isoler en culture ces virus géants, eh bien, donc, il a pu être isolé des virus géants en plus de l'amibe à Quantamoeba, et donc au moins dans deux travaux. Alors, la présence de virus géants chez l'humain, donc, elle fait sens et c'est bien de se poser la question puisque un grand nombre de syndromes infectieux restent sans étiologie infectieuse reconnue. Donc, c'est le cas d'environ 60% des méningites encéphalites, c'est le cas de plus de 50% des pneumonies, d'environ 50% des gastroentérites pour lesquels on ne retrouve pas, avec les outils diagnostiques actuels, d'étiologie.
Donc par ailleurs, comment ont été détectés des virus géants chez l'humain dans les travaux que je vais vous montrer par la suite? Eh bien, en fait, soit c'est le fruit d'investigations qui ont été menées chez des patients qui étaient malades, ou alors chez des personnes non malades, et c'est également le fruit de découvertes inattendues, notamment à travers la métagénomique. Et donc je vais surtout vous parler de ce qui a été observé et découvert et détecté pour les mimivirus avec un lien avec la pneumonie, et puis également des Marseille virus qui ont été associés au sang et puis aux ganglions lymphatiques. Donc ce sont les virus pour lesquels on a le plus grand nombre d'isolats, vous l'avez vu, et pour lesquels il y a eu le plus grand nombre de travaux qui ont été menés. Alors donc historiquement pour les mimivirus, après la découverte de ce premier virus géant, donc Bernard Ascola et Didier Raoult avaient mené des études chez des personnes qui étaient donc pour certains exposés potentiellement à des amibes et qui avaient donc des pneumonies. Il faut se souvenir que donc le prélèvement dont a été isolé le mimivirus provient en fait d'une eau d'une tour aéro-réfrigérante et pour lequel étaient recherchés en fait des agents de pneumonie, donc à Bradford en Angleterre. Et donc ce qui avait été retrouvé avec des outils essentiellement sérologiques, c'était la présence la présence d'anticorps anti-mimivirus à des prévalences plus importantes chez les personnes qui avaient des pneumonies que chez des groupes contrôle, avec mise en évidence également de séroconversion. Et dans ce travail, publié en 2005, il y avait eu une PCR positive à partir d'un prélèvement d'un liquide broncho-alvéolaire chez un patient qui présentait une pneumopathie. Donc il y a eu d'autres travaux qui ont, à l'aide des sérologies, mis en évidence qu'il y avait un taux d'anticorps, notamment anti-mimivirus, donc supérieur par rapport à des groupes contrôle, et qui ont mis en évidence donc, des séroconversions et retrouvé pour certains travaux que mimivirus pouvait être une cause fréquente en fait de pneumonie et en tout cas était fréquemment détecté et l'agent infectieux le plus fréquemment détecté parmi les micro-organismes associés aux amibes. Alors, en termes de détection par PCR d'ADN de mimivirus, eh bien, il y a eu différents travaux qui ont été menés. Je vous ai parlé d'un cas de PCR positive tout à l'heure. En fait, il y a eu très peu de PCR positives chez des patients qui étaient testés parce qu'ils avaient des pneumopathies. Et donc, ce que le titre ne dit pas, c'est qu'il y a quand même dans un travail chinois, ils avaient retrouvé une PCR positive donc chez plus de 3000 patients qui avaient des pneumopathies, et puis un autre cas qui a été publié également plus récemment, d'une PCR positive chez un patient qui avait une pneumonie. Et ça s'est retrouvé donc dans le cadre d'une infection pulmonaire. Et donc il a fallu attendre 2013 pour avoir le premier isolement d'un mimivirus chez un patient qui avait une pneumonie, qui a été appelé LBA 111. Et donc c'était donc dans un LBA prélevé à partir chez une patiente de 72 ans qui était tunisienne et pour lequel il n'y avait pas d'autres étiologies infectieuses qui a été retrouvée, mis à part donc ce mimivirus. Et donc des anticorps anti-mimivirus ont également pu être mis en évidence. Et donc, il y avait un isolement viral avec un génome qui a pu être obtenu pour ce mimivirus. Et très peu de temps après, donc un deuxième cas d'isolement d'un mimivirus chez un deuxième patient qui avait une pneumonie, également en Tunisie. Et donc là, le virus a été isolé à partir d'un prélèvement de sel. Alors également, avec l'équipe de Valérie Moelle, a été isolé en fait un mimivirus à partir de l'urine d'un transplanté rénal. Et donc, vous voyez ici l'image de ce virus en microscopie électronique. Et donc, il a pu être mis en évidence qu'il s'agissait d'un mimivirus. On a pu séquencer son génome également.
Alors, il y a eu des travaux expérimentaux qui ont été menés, notamment un par Éric Guigaud, qui a pu montrer que le mimivirus était capable d'entrer dans les macrophages, donc les macrophages murins, mais également des macrophages humains, et que ce mécanisme d'entrée était très proche du mécanisme de phagocytose des mimivirus dans les amibes de type Acanthamoeba. Il y a eu également un modèle animal qui a été fait avec le mimivirus, avec des injections intracardiaques de mimivirus à des titres très élevés, et qui ont conduit à mettre en évidence des signes histologiques de pneumonie aiguë chez la majorité des animaux inoculés. Alors, concernant Marseille virus, en fait, le premier virus géant qui a été isolé d'un humain, ça a été un Marseille virus, qui s'appelait Sénégal virus. C'était au cours d'un travail qui était mené notamment par Jean-Christophe Lagier, et qui avait pour objectif d'évaluer la diversité microbienne, donc à partir d'un échantillon de sel provenant d'un jeune homme sénégalais qui n'était pas malade. Et au milieu aux côtés des autres microbes qui ont pu être mis en évidence, eh bien, a été isolé un Marseille virus, et dont certaines séquences ont pu être par ailleurs mises en évidence dans l'approche métagénomique qui avait été faite parallèlement à l'isolement par culture. Et ensuite, c'est Christelle Dinu qui a beaucoup travaillé sur Marseille virus, et donc au sein de son équipe pathovirome, et elle avait notamment étudié des sangs de donneurs de sang, et par une approche de métagénomique, elle avait retrouvé que environ 2% des séquences métagénomiques séquencées eh bien, correspondaient à des séquences de Marseille virus, et de longues contiges d'un peu plus de 10 000 nucléotides avaient pu être assemblées. Par ailleurs, donc, à partir du sang de ce donneur de sang, eh bien, il avait pu être mis en évidence des anticorps spécifiques de Marseille virus, et il y avait eu des tentatives de culture du Marseille virus qui avait été appelé Giant Blood Marseille virus à partir du prélèvement de sang, et donc il avait pu être retrouvé du Marseille virus jusqu'à 15 jours post-inoculation dans des cellules JOR4, mais même s'il n'y avait pas eu réellement de propagation virale. Et donc, suite à ce travail, donc, des travaux ont été menés chez des donneurs de sang et chez des personnes multitransfusées, et qui retrouvaient des prévalences de sérologie positive, donc compris entre 2% et 15%, et puis parallèlement des taux de PCR positifs qui allaient de 4% à 10%. Ensuite, dans un autre travail, une autre observation, c'était celle d'un très jeune enfant de 11 mois qui avait une adénite inexpliquée, et pour lequel Christelle et son équipe avaient pu mettre en évidence par immunohistochimie, par fiche, de la présence d'ADN de Marseille virus et d'antigènes de Marseille virus, et également il avait pu retrouver des anticorps dirigés spécifiquement contre Marseille virus. Et un deuxième travail avait été mené à partir d'un ganglion d'un patient adulte qui avait un lymphome de Hodgkin, qui était une femme de 30 ans, et donc par PCR, par fiche, par immunofluorescence et par immunohistochimie, on peut détecter de l'ADN et des antigènes de Marseille virus. Et également, ce patient avait des anticorps de type IgG dirigés spécifiquement contre Marseille virus. Et puis un autre travail avait permis de mettre en évidence par PCR de l'ADN de Marseille virus 2 fois à 1 an d'intervalle à partir du pharynx d'un jeune patient qui avait notamment des troubles neurologiques. Et donc il y avait eu un modèle expérimental qui avait été fait par Sarah Herfi, qui avait inoculé des souris et des rats avec Marseille virus, et ce qui avait pu être mis en évidence, c'est une persistance pendant 30 jours au moins de ce Marseille virus post-inoculation, donc dans différents tissus, notamment dans le tissu lymphoïde. Et donc pour finir, les approches métagénomiques à partir de prélèvements humains ont également, comme c'était le cas à partir des prélèvements d'environnement, mis en évidence, dans un certain nombre de cas, dans un grand nombre de contextes différents, des séquences qui étaient les plus similaires de séquences des virus géants connus.
Alors on retrouve par ailleurs des virus géants, en tout cas on détecte des traces de virus géants dans des animaux non humains, hein, donc par une approche métagénomique. Hein, vous voyez, il y a différents animaux chez qui ont pu être, ou des insectes, hein, chez qui ont pu être mis en évidence différentes séquences donc de mimivirus notamment, mais également de faustovirus ou de pandoravirus. Et puis il y a des travaux qui ont été menés au Brésil, hein, chez des singes et dans du bétail, pour lequel en fait des PCR retrouvaient des taux de prévalence assez significatifs de la présence de mimivirus, d'ADN de mimivirus. Voilà, et puis on peut quand même noter que parmi les différents virus géants qui ont été isolés sur amibes, hein, il y a les faustovirus, et faustovirus se retrouvent dans un groupe donc très très proche hein, sur le plan génétique des asparvirus, qui sont des virus qui sont responsables de la fièvre porcine, donc chez les porcs. Voilà, donc malgré tous ces éléments, donc les virus géants, ils restent probablement relativement négligés. Vous avez vu tout l'ensemble des tests qui peuvent être mis en œuvre pour détecter de l'ADN ou des protéines ou isoler ces virus géants. En pratique, la sérologie, il y a très peu d'équipes dans le monde qui réalisent des tests sérologiques pour la détection des virus géants. La PCR, on va le revoir, mais ça peut être mis en défaut extrêmement facilement du fait qu'il y a une grande diversité génétique des virus géants. Et pour d'autres approches comme l'isolement hein, en culture, eh bien, il y a très peu d'équipes dans le monde qui cultivent les virus à grande échelle et particulièrement les virus géants. Donc comment ils peuvent être négligés ces virus géants? Tout simplement quand on analyse un prélèvement, on va le filtrer pour séparer historiquement donc ce qui passe à travers les pores d'un filtre donc, qui ont une taille de 0,2 micron, eh bien, ce qui va passer, on considère que c'est le virome, hein, et ce qui reste, eh bien, on considère que ce sont les organismes cellulaires, incluant les bactéries, mais en fait, les virus géants, eux, ils restent là, et en fait, on les néglige donc, dans le virome dans un certain nombre d'études, mais également on les néglige ici, puisque en fait, ici, beaucoup de détections vont se faire sur des gènes ribosomaux qui sont absents chez ces virus géants. Alors, il y a d'autres travaux qui ont été faits pour détecter de l'ADN de mimivirus dans des prélèvements humains, particulièrement chez des patients qui avaient des pneumonies. Vous voyez, il y en a un certain nombre et qui n'ont pas retrouvé hein, d'ADN de mimivirus. Et ça a été le cas également pour certaines études qui n'ont pas retrouvé, notamment chez des donneurs de sang, d'ADN de Marseille virus. Alors il faut savoir qu'il y a une grande diversité génétique des génomes de ces virus géants. C'est le cas pour mimivirus, mais également c'est le cas pour les autres. On voit que, et c'est une étude qui avait été réalisée, qui mettait en évidence que si on utilisait les systèmes capables de détecter les mimivirus connus et qu'on essayait de les appliquer, de les tester in silico vis-à-vis d'autres virus géants plus récemment isolés, eh bien on était capable de détecter finalement par PCR que 10% de ces nouveaux mimivirus. Voilà, donc en conclusion et en perspective, donc j'ai remis sur cette diapositive les différents contextes cliniques en bleu, les différents échantillons en violet, les différents outils diagnostiques en rouge et les différents virus géants en vert qui ont pu être détectés. Et vous voyez qu'il y a une certaine quantité de données hein, qui s'est accumulée, malgré qu'il reste très peu d'équipes hein, qui étudient les virus géants, particulièrement chez l'homme. Donc, manifestement, ces virus géants sont présents chez l'homme. La question de leur pathogénicité, ça reste un champ à explorer. Et donc il existe des données qui sont pour certaines controversées. On a vu qu'il pouvait y avoir des problèmes techniques, notamment quand on utilise la PCR, qui pouvaient conduire à rater un certain nombre de détections. Ce qui est probablement important, c'est de pouvoir tester donc, des cohortes de patients importantes en utilisant des contrôles appropriés et puis d'utiliser une approche polyphasique et, si possible, des systèmes de culture à haut débit comme a commencé à mettre en place Bernard Lascola. Voilà, je vous remercie.